avec une bilirubine conjuguée normale et une bilirubine libre augmentée. Donc, on peut voir des cas d'ictère à bilirubine libre chez le nouveau-né, où c'est quand même très embêtant parce qu'en fait, il y a un risque de passage de la barrière hémato-encéphalique et ça entraîne surtout des signes neurologiques. Après, dans les maladies un peu plus courantes, enfin dans la maladie plus courante que vous verrez, donc à part les cas d'hémolyse, donc qui sont des maladies hématologiques, quand il y a un défaut de conjugaison, en fait, ça peut être tout simplement une maladie de Gilbert. Donc c'est pas une maladie forcément pathologique. Il y a beaucoup de personnes qui ont ça et qui ont des jaunisses de temps en temps en fait. Et donc la maladie de Gilbert, c'est juste un défaut partiel en fait de la glucuronyltransférase qui est responsable du coup d'un ictère à bilirubine libre qui est fluctuant. Donc c'est pas pathologique en soi, il n'y a pas de traitement particulier, mais les gens deviennent jaunes de temps en temps. Ça peut être déclenché par des épisodes de stress par exemple. Donc ensuite, on va parler de l'ictère à bilirubine conjuguée. Donc là, ça montre un petit peu également le schéma des voies biliaires qu'on a vu tout à l'heure. Alors, donc dans les ictères à bilirubine conjuguée, donc contrairement à ceux à bilirubine libre, on a les urines foncées et les selles décolorées. Et donc sur la prise de sang, on a vraiment une augmentation de la bilirubine conjuguée et pas de la bilirubine libre. Donc ça peut s'associer dans la plupart des cas à une cholestase. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un petit peu la même chose, on se répète, mais bon, c'est pour recouper un petit peu les différentes pathologies. Donc quand on a la cholestase et donc l'ictère à bilirubine conjuguée, du coup, de nouveau, on a la malabsorption des lipides, la diarrhée chronique avec une stéatorée. Donc stéatorée, ça veut dire diarrhée graisseuse. Hein. C'est des selles qui sont, enfin quand on les analyse, qui sont riches en graisse en fait. Hein. Et une malabsorption du coup des vitamines liposolubles. Donc comme vous en souvenez, c'est la A, D, E, K. Donc il y a plusieurs types d'ictère à bilirubine conjuguée en fonction du type d'atteinte. Donc soit c'est une atteinte hépatocytaire, hein, soit c'est une atteinte biliaire. Et en fonction des anomalies biologiques associées, on a soit des ictères qui s'associent à une cytolyse, soit une cholestase. Et en cas d'ictère obstructif, on parle d'ictère nu. Donc au final, juste pour j'ai pas trop développé, mais les ictères à bilirubine conjuguée, souvent c'est lié. Donc les deux causes les plus fréquentes, pour récapituler, c'est soit une obstruction au niveau des voies biliaires, du coup il n'y a plus de bile qui est excrétée. Enfin, voilà. Et donc dans ces cas-là, ça se voit à l'échographie, comme je disais tout à l'heure, il va y avoir un obstacle avec une dilatation des voies biliaires. Soit c'est vraiment lié à l'hépatocyte qui ne fait pas son travail de sécrétion et d'excrétion. Et dans ces cas-là, c'est plus lié à l'insuffisance hépatocellulaire. Enfin, ça recoupe un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Mais... Donc ensuite, on va parler, on va vraiment faire tout un chapitre sur la lithiase biliaire. Alors on risque de finir le cours un petit peu plus tôt, c'est le dernier chapitre. Hein, mais... donc en gros, la lithiase biliaire. Donc on va déjà parler du mécanisme de formation des calculs biliaires. On va citer les facteurs de risque de formation des calculs en fait, de cholestérol qui sont les plus fréquents, on va le voir tout de suite. On va décrire la colique hépatique et les examens qui sont nécessaires au diagnostic. On va citer les complications de la lithiase biliaire. On va voir plus en détail certaines complications de la pathologie biliaire, avec notamment la cholécystite aiguë et l'angiocolite. Donc ça fait quand même quelques paragraphes. Alors la lithiase biliaire, c'est très fréquent en fait. Hein. C'est vraiment 20% de la population générale qui a une lithiase biliaire. Alors les gens le savent pas forcément et finalement c'est souvent
lors d'une échographie faite pour quoi que ce soit, qu'on découvre de façon complètement fortuite une lithiase au niveau de la vésicule biliaire. Et la plupart des gens ne le savent pas, hein, parce que 20% c'est quand même pas mal. La plupart du temps, du coup, ça reste asymptomatique, et c'est asymptomatique comme ça toute la vie en fait, hein. Il y a des gens qui restent asymptomatiques tout le temps, malgré ça. Donc c'est 80% des cas des patients qui sont asymptomatiques. Et le risque de complications, parce qu'il y a quand même des risques de complications, c'est 20% à 20 ans d'évolution. Donc c'est quand même, voilà, ça peut quand même se compliquer, comme on va le voir. Les différents types de calculs qui existent, les plus fréquents et celui qu'il faut retenir, c'est clairement le calcul de cholestérol, hein, parce que c'est 80% des calculs qui sont composés comme ça. Après, il y a parfois de rares calculs qui sont pigmentaires, des calculs noirs qui viendraient d'une hémolyse chronique, hein, ou des calculs plus bruns qui viendraient d'une infection un peu latente au niveau de la vésicule biliaire ou d'une malformation qui entraînerait vraiment des calculs un peu inflammatoires. Ils sont formés, tous ces calculs, dans la vésicule biliaire, tout simplement. Il y a des facteurs qui favorisent leur survenue, l'âge. Donc en gros, plus on est âgé et plus on fabrique des calculs. La prédisposition familiale. Le sexe, on a plus de calculs, de lithiase biliaire chez la femme. Et également selon certaines ethnies. On note qu'il y a plus, par exemple, qu'il y a moins de lithiase biliaire chez les patients africains. Ensuite, c'est également dicté par l'hygiène de vie, notamment l'alimentation. Donc plus, en gros, il faut retenir que plus on mange gras, plus on est à risque de fabriquer des calculs. Chez les patients qui ont une dyslipidémie également, il y a plus de risques. Et par la même occasion chez les patients obèses. Ensuite, des facteurs hormonaux qui peuvent jouer également. On a plus de possibilités de fabriquer des calculs en cours de grossesse, lorsqu'on prend des contraceptifs, hein, ou qu'on est sous traitement par œstrogène. Donc tout ça, c'est les facteurs de risque, on va dire. Donc l'arbre biliaire qu'on a déjà un peu vu tout à l'heure. Alors en gros, là, les calculs, ils sont dans la vésicule biliaire. Donc là, quand ils restent dans la vésicule biliaire, en gros, soit ils sont asymptomatiques, 80% des cas, donc ils sont là, la plupart des gens ne le savent même pas, et voilà, ils n'ont pas forcément d'échographie. Soit ça peut entraîner en fait des épisodes de colique hépatique, on va détailler un petit peu après, donc c'est vraiment des douleurs de type biliaire qui sont caractéristiques. Ensuite, si le calcul bouge, qui se coince dans le canal cystique, donc là, il est vraiment bloqué, donc du coup, c'est un obstacle à la sécrétion de la bile. Donc là, c'est plus embêtant déjà, parce que du coup, il va se créer une sorte d'inflammation, la bile passe mal, les gens ont mal, et ça peut ça entraîne une réaction inflammatoire, et puis ensuite, ça s'infecte. Et ce calcul, il peut encore bouger de place et aller complètement obstruer le cholédoque. Alors là, c'est pareil, c'est embêtant. Parce que là, il n'y a plus aucune bile qui s'évacue et ça peut même bloquer le canal pancréatique. Donc là, c'est le plus embêtant quand ça migre. Alors, donc, les calculs vésiculaires, donc asymptomatiques, comme je vous le disais dans la plupart des cas. Lorsqu'ils sont symptomatiques, ça s'appelle la colique hépatique. Donc là, en général, les calculs, ils sont dans la vésicule. Ils ont juste bougé, ils ont inflammé un petit peu la paroi. Et donc, du coup, les gens ont mal. Quand ça obstrue le canal cystique, il peut y avoir... Donc la complication, en gros, c'est la vésicule qui n'arrive plus à se vider. Donc comme je vous disais, il y a une inflammation locale qui se crée et ça entraîne soit une cholécystite aiguë, soit voire même chronique en fait, hein. Donc avec toutes les complications que ça peut entraîner. Bon, ça, c'est les complications vraiment les plus graves, qui sont excessivement rares. Donc la péritonite, la fistule bilio-digestif, l'iléus biliaire et le syndrome de Mirizi. En gros, le syndrome de Mirizi, c'est ultra rare.
c'est quand il y a un gros calcul qui se bloque dans le canal cystique. Et en fait, c'est tellement gros et il y a une telle inflammation que ça va même appuyer sur le cholédoque et donc du coup entraîner vraiment une obstruction de toutes les voies biliaires. Donc ça, c'est vraiment très rare. Et donc quand ça bloque le cholédoque, donc là c'est pareil, c'est embêtant parce que du coup les gens ils sont jaunes déjà parce que là la bile elle s'évacue clairement plus, donc ça entraîne un ictère obstructif. De ce fait, la bile comme elle stagne, va s'infecter et donc l'infection de la bile avec l'obstacle sur le cholédoque, en gros ça signe l'angiocolite. Et pareil, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut bloquer aussi les canaux pancréatiques. Et dans ces cas-là, on peut même avoir des épisodes de pancréatite aiguë biliaire. Donc ça, c'est pareil, c'est très embêtant. Donc la colique hépatique, on peut la définir un petit peu plus de façon précise. Donc c'est vraiment une douleur aiguë d'origine biliaire, donc qui est liée à un calcul vésiculaire. Donc c'est des douleurs qui sont très caractéristiques. Donc en général, les gens, ils ont mal dans l'hypocondre droit. Ça irradie en hémiceinture et vers l'omoplate droite. Ça inhibe vraiment la respiration. Les gens n'arrivent pas à prendre une inspiration profonde. C'est vraiment très très douloureux. Et en général, ça survient de façon très brutale. Les gens savent exactement à quelle heure ça a commencé. Et ça peut durer plusieurs heures malheureusement. Donc souvent les gens se présentent aux urgences. Et finalement, la douleur, elle va céder de façon la plupart du temps spontanée. Mais ça peut être très angoissant parce que c'est des douleurs qui sont vraiment très intenses, qui s'accompagnent de nausées, vomissements, vraiment, et qui peuvent durer en plus. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc, quand on examine le patient, on a vraiment une douleur localisée dans l'hypocondre droit, avec même une défense, une réaction du coup localisée à l'hypocondre droit, avec les muscles qui se contractent de façon localisée, avec une inhibition de l'inspiration profonde. Et ce signe-là, c'est un signe qui a un nom bien caractéristique, c'est le signe de Murphy. Donc vous l'entendrez assez souvent parce que c'est un critère diagnostique en fait. On dit signe de Murphy positif. En gros, ça veut dire ça, c'est douleur de l'hypocondre droit avec défense. Et même quand les radiologues font l'échographie, souvent ils précisent s'il y a un signe de Murphy au passage de la sonde parce que souvent ils appuient un peu avec la sonde d'échographie. Et donc, parfois, dans les comptes rendus, on a signe de Murphy positif donc qui va avec ce diagnostic. Donc, les signes négatifs de la colique hépatique, c'est la fièvre et le syndrome septique et l'ictère. Parce qu'en fait, en gros, s'il y a ces symptômes-là, c'est plus une colique hépatique simple. C'est vraiment une complication liée à une migration de la lithiase. Donc quand on fait chez ces patients, bien sûr, qui arrivent aux urgences, on va leur faire quand même le bilan parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas ce qu'ils ont. Donc on leur fait un bilan biologique standard avec un dosage de la lipasémie afin d'éliminer une pancréatite aiguë. Les résultats, en général, le bilan hépatique, il est subnormal. S'il y a des petites anomalies, elles sont vraiment très discrètes. Et la lipasémie est normale. Il n'y a pas de pancréatite aiguë puisqu'il n'y a pas eu de migration de la lithiase au-delà de la vésicule biliaire. Et quand on fait l'échographie, on retrouve donc une lithiase vésiculaire. Donc c'est des images qui sont vraiment typiques. C'est des images hyper échogènes arrondies, qui bougent, qui sont mobiles, qui sont déclives, avec un cône d'ombre postérieur. Il y a une image juste après. Donc comme je vous le disais, il y a un signe de Murphy échographique. Et bien entendu, il n'y a pas de dilatation des voies biliaires. Et la paroi de la vésicule biliaire est normale. Donc voilà un exemple d'une échographie. Donc là, à l'endroit de la flèche, vous avez vraiment une image hyper échogène, donc vraiment très blanche, qui bouge en fait quand ils font l'échographie, ils voient que c'est mobile. Et derrière, vous voyez un cône d'ombre postérieur. Vous voyez que c'est... je ne peux pas vous montrer, mais ça fait le faisceau là, c'est vraiment ça, le cône d'ombre postérieur. Et donc la vésicule biliaire qui est juste à côté, là c'est le rond, on voit que les parois sont bien lisses, qu'il n'y a pas d'épaississement de la paroi de la vésicule biliaire.
Alors ensuite, on en vient aux autres cas, donc, qui sont les cas les plus compliqués. Donc quand la lithiase se bloque, quand le calcul se bloque dans le canal cystique, donc ça signe, comme je le disais, la cholécystite aiguë. Donc la cholécystite aiguë, donc les symptômes, en gros, c'est des douleurs qui ressemblent clairement à ceux de la colique hépatique, c'est la même douleur, hein, sauf qu'elle s'associe à une fièvre cette fois-ci. Et donc, on fait vraiment tout le bilan clinique et biologique à la recherche d'une infection et d'une décharge bactérienne, donc d'un sepsis, qui serait lié à cette complication. Et donc, c'est pour ça qu'on va doser les hémocultures. Enfin, on fait vraiment un bilan infectieux assez large pour voir s'il y a des germes qui déchargent en fait dans la circulation, hein. Ensuite, on va refaire l'échographie. Donc l'échographie, elle confirme qu'il y a une lithiase vésiculaire, donc des calculs dans la vésicule. Cette fois-ci, il y a un épaississement de la paroi qui est dédoublé en fait et qui fait plus de 3 mm. Avec une vésicule biliaire qui paraît vraiment sous tension, avec un signe de Murphy échographique. Et pareil, là, c'est bloqué dans le cystique, donc il n'y a pas de dilatation des voies biliaires intra-hépatiques et extra-hépatiques. Donc c'est vraiment localisé au cystique. Donc c'est un diagnostic qu'il faut qu'il soit rapide parce qu'il y a des risques infectieux qui sont quand même notables, et vraiment dans les risques de complications les plus importants, c'est la cholécystite gangréneuse, l'abcès soufrénique et la péritonique. En gros, c'est vraiment des inflammations qui se diffusent de là à se collecter et entraîner même une inflammation de tout le péritoine. Donc après, il y a des cas un peu plus rares de cholécystite aiguë. Par exemple, on peut voir des cholécystites alithiasiques chez des patients qui sont restés longtemps en réanimation ou qui ont eu des suites opératoires un petit peu compliquées ou qui ont des maladies un peu rares, type vascularite. Et en gros, c'est pas vraiment septique, c'est vraiment juste un diagnostic à l'échographie où on a un épaississement de la vésicule biliaire qui est un peu lié à la stase, mais qui n'est pas forcément pathologique. Après, ça dépend du contexte. Mais après, les formes particulières, c'est quand on a carrément une cholécystite aiguë qui se perfore dans un organe de voisinage. Donc ça, c'est vraiment quand l'infection est sévère. Et donc, on peut avoir du coup une perforation, par exemple, dans le duodénum, parce que finalement, c'est pas très loin. Et dans ces cas-là, on peut avoir de l'aérobilie, un iléus, donc vraiment une réaction intestinale avec parfois même donc l'iléus, un aspect d'occlusion en fait, hein. Iléus, ça veut dire paralysie intestinale. Et ensuite, comme je disais tout à l'heure, il y a le syndrome de Mirizi. Vraiment, quand c'est bloqué, ça peut même aller jusqu'à se fistuliser en fait dans le canal.